Bonsoir à tous. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Denis Malice. Bonjour Denis. Bonjour Myriam et merci de m'accueillir à cette émission Envie de sagesse. Oui, c'est un grand plaisir. Mais je vous ai invité pour nous parler de votre livre qui est sorti le 20 août et qui s'appelle Méditation, la simplicité d'être. Voilà, donc je l'ai entre les mains, une très belle couverture avec un visage du Bouddha, couleur or sur fond noir. Déjà, la simplicité de la couverture donne envie de le lire. Oui, oui, merci Myriam. Effectivement, la couverture est sublime et cela est dû à la qualité de cette magnifique maison d'édition Mama Édition c'est mon premier livre en fait. Je suis vraiment un novice. Ils m'ont pleinement conseillé et je suis heureux, ravi de la qualité de la couverture de ce livre. Ah oui, on salue Mama Édition au passage. Alors, quelques mots pour vous présenter. Donc, vous êtes enseignant de yoga, formateur en méditation et instructeur du Dharma. Et vous transmettez depuis de nombreuses années l'art de la pleine conscience. Vous êtes également disciple du yogi Shodpa Lama Rinpoche et vous avez fondé plusieurs lieux dédiés à la pratique et à l'accompagnement spirituel. Est-ce que vous auriez envie de rajouter quelque chose ? Oui, bien sûr, Myriam. Il est dit que dans une vie, nous pouvons avoir plusieurs vies. Et en fait, c'est le cas pour chacun d'entre nous. Alors, les plusieurs vies sont parfois choisies, parfois non choisies. Moi, j'ai eu la chance, en tout cas, la volonté de les choisir. Donc, j'ai été pendant plus de 20 ans, 22, 23 ans dans la fonction publique territoriale Ah oui, en tant que, en tant que responsable des services techniques et chemin faisant, les rencontres, etc. Donc, une vie remplie d'échanges, de partage avec des élus, avec un public vaste et varié. Et la vie m'a fait rencontrer les gens et envie de les découvrir plus profondément et pour cela se découvrir plus profondément. ah oui. Donc vous avez déjà une vie, on va dire, de citoyen bien engagé. Ah, plus que oui, oui, bien, bien engagé, ça je l'ai été longtemps. À l'époque, souvent en colère par rapport à un système même. Ah oui. En travaillant avec des politiques. Donc, le politique, quand il est notre patron, eh bien, on doit exécuter ses ordres, mais quand on n'est pas d'accord, on doit aussi l'exprimer. Donc, ça m'a fait changer 7 fois de collectivité. Et pour un jour me dire stop, hein, stop, un grand non, c'est-à-dire un grand oui à moi-même, et passer à autre chose. Et oui, donc on entend un petit accent chantant, comme je vous le confiais avant de commencer l'émission. On peut préciser que vous êtes dans le sud de la France aussi, actuellement, sur Perpignan. Oui, oui, je suis dans le sud, je suis natif de Perpignan, donc je suis dans le sud-sud. C'est ni sud-ouest ni sud-est, c'est le sud-sud, pleinement. Et j'en suis heureux. Ah oui. Alors, on va revenir, Denis, sur votre parcours. Qui est quand même donc riche d'expériences à la fois professionnelles et puis d'expériences. Ce qui est intéressant pour de cette émission Envie de sagesse, c'est de nous parler de votre quête spirituelle. Alors donc, voilà, vous avez un certain âge aujourd'hui et donc vous nous disiez que plus jeune, vous étiez dans un métier bien engagé. Qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui vous a mis en route pour prendre le chemin de la méditation et du yoga? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et bien sûr, Myriam, donc merci de me rappeler que j'ai un certain âge déjà. Je me suis dit, ah, peut-être que c'est un peu Donc, maladroit. non, absolument pas. Pour ne rien cacher, j'ai 62 ans. Et ce qui m'a amené sur le chemin, c'est pas vouloir venir sur le chemin, mais c'est être fatigué en fait d'une vie de combat, de lutte, de dualité. J'ai joué au rugby longtemps, après j'ai fait des arts martiaux longtemps, j'ai été donc responsable de services techniques donc avec de la gestion de personnel, etc. Donc toujours dans un monde entre guillemets de dualité, de confrontation, etc. Et au bout d'un moment, on peut se sentir fatigué. Et moi, je me suis senti fatigué à 40 ans à peu près. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir différemment ma vie. Ah oui, bah tiens donc, on en parle. C'est souvent ce fameux point de bascule, hein, la fameuse crise du milieu de vie, qui finalement remet tout en question.
Exactement, c'est exactement cela. Et ce qui fait après enclencher, c'est que le questionnement est là. Et après, ce sont les rencontres, bien sûr, qui nous ouvrent d'autres espaces de possibilités de vivre. Il y a des gens autour de nous qui vivent différemment, avec des façons d'opérer qui sont complètement différentes des nôtres et qui réussissent très, très bien leur vie, sans avoir forcément un boulot de 8 heures à midi, 14 heures à 18 heures, etc. Oui. Et voilà. Et je voulais revenir sur donc les arts martiaux. Vous avez pratiqué quoi comme art martial? Ou comme, Moi, j'en ai pratiqué plusieurs, hein, dont l'aïkido, le karaté, l'aïkido. J'ai pratiqué plusieurs parce que j'ai changé souvent de région. Donc, à un moment donné, là où je me trouvais, j'ai tâché de découvrir ce qui se passait. Le karaté, l'aïkido, le Goshin Jutsu, qui n'est pas très connu, mais qui est un art de pied-point avec du sol. Et pour finir, du Zanchin Jutsu avec mon ami de cœur, Jean-Philippe Gillot à Perpignan. ah oui, dont on parlera tout à l'heure, effectivement. Alors, pourquoi cette question sur les arts martiaux? Parce que ben, forcément, les arts martiaux vous ont déjà initié dans un, on va dire, dans une certaine noblesse d'être et puis dans un silence et dans une immobilité. Vous confiez dans votre livre que l'aspect du samouraï qui reste inébranlable, ça vous a toujours fasciné. Oui, effectivement, cette notion de ce qui m'a fasciné, c'est cet aspect inébranlable d'une stabilité parfaite et surtout cette non-peur de la mort. Parce qu'on sait que quand on va au combat, pas sur un tatami au dojo le mardi soir ou le jeudi soir avec les copains, mais quand on va au combat, au vrai combat, c'est une question de vie et de mort. Donc il faut une attitude méditative et une compréhension du processus de la vie extrême pour avoir l'aspect du samouraï. Et donc, quand vous avez renoncé aux arts martiaux, vous les avez continués tout en explorant bah, votre première. Comment ça s'est passé, votre première rencontre avec ce que vous appelez la cise immobile? Alors, les arts martiaux, moi, m'ont appris qu'au-delà d'un corps, quand on est sportif, on se préoccupe du corps. Quand on fait des arts martiaux un peu plus internes, on va dire, non compétitifs, on commence à réfléchir différemment et à percevoir que non seulement on a un corps, mais qu'on a de l'énergie qui circule à travers le corps, que cette énergie, on peut l'orienter à travers quoi? À travers l'esprit, à travers ce mental qui est d'une puissance absolue. Et quand on apprend à adopter ce mental, là, on peut vraiment toucher une autre notion de son être entre le corps, l'esprit et le souffle. Oui, le souffle, ça fait partie aussi des choses importantes dont vous allez parler plus tard dans le livre. Avant d'être un peu plus peut-être au cœur du livre, j'aimerais continuer à parler de votre parcours. Vous dites que vous avez participé entre 2007 et 2012 à l'organisation d'un temple tibétain, donc dans le sud de la France, hein, qui s'appelle l'Eraling, le sanctuaire de l'activité éveillée, qui était pour un maître Sogyal Rinpoché, le fameux auteur du fameux ouvrage, le livre tibétain de la vie et de la mort. Donc comment vous êtes-vous retrouvé dans cette aventure? Vous étiez déjà disciple de ce maître? Non, absolument pas. J'étais dans la fonction publique dans le sud de la France, dans une communauté aux communes, et un peu fatigué de mon métier, comme je l'expliquais précédemment. Et j'ai rencontré mon ami Jean-Philippe Gillot, qui lui était déjà dans des pratiques bouddhistes depuis quelques années et enseignant d'arts martiaux. Et voilà, on s'est rencontrés, on a travaillé ensemble les arts martiaux, et c'est lui qui m'a dit, eh ben, écoute, viens voir ce qui se passe. Moi, je vais dans un temple de temps en temps, et, dans un monastère, donc je l'ai accompagné. Et quand j'ai vu quand je suis rentré dans ce temple de l'Erablink, qui n'était pas d'ailleurs, le temple n'était pas encore conçu comme il est maintenant, je me suis dit, waouh, il y a vraiment un autre monde dans ce monde. Ah oui. Et ça m'a donné le courage de prendre une année sabbatique, d'aller au monastère, d'avoir un travail là-bas pendant une année. Et quand je suis revenu, j'ai eu le courage de démissionner et de revenir au monastère pour y être impliqué pendant quelques années, non seulement pour y travailler, mais pour m'engager dans de nombreuses retraites. Ah ouais, c'est un sacré, ah ouais, un sacré bascule.
Eh bien, je vous propose, Denis, nous allons faire une première pause musicale et nous retrouver tout de suite après pour la suite de votre quête et de votre parcours de vie. À tout de suite. À de suite, Marianne. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Denis Malice qui vient nous présenter son livre Méditation, la simplicité d'être. Alors Denis Malice, pour vous représenter, vous êtes enseignant de yoga, formateur en méditation, instructeur du Dharma. Et puis vous transmettez aussi l'art de la pleine conscience. Alors on était en train de parler de votre parcours de vie. Vous n'avez pas toujours eu ces casquettes-là, beaucoup plus, on va dire, spirituelles. Vous étiez un fonctionnaire, enfin, voilà, un citoyen engagé euh, qui avait un travail. Et vers 40 ans, donc vous nous confiez que vous avez eu une période de grande lassitude. Et ce qui m'a touchée, c'est de voir que finalement, votre ami, donc il y a eu aussi cet amour des arts martiaux qui vous avait déjà éveillé à quelque chose, à une autre dimension d'être. Et puis cet ami dont vous parlez dans le livre, Jean-Philippe, il vous a amené dans ce temple, dans un temple et bouddhiste. Et là, ça a été comme un coup de cœur pour vous, puisque vous y êtes revenu pour y travailler un an. Mais quand même, c'est pas une décision simple, ça, de quitter son boulot pour aller travailler et finalement baigner dans un tout autre monde. Comment ça s'est passé, ce changement-là? Alors, ça s'est passé pas facile, parce que en plus, j'ouvre une parenthèse, j'ai été marié 2 fois, divorcé 2 fois, et quand j'ai fait ce choix-là, j'avais 3 pensions alimentaires. Eh oui, eh oui, Donc, il a fallu être vraiment déterminé. Donc, autour de moi, ma famille en premier lieu et mes amis proches m'ont dit, mais là, il y a quelque chose qui va pas. c'est fou. Ils avaient peur pour moi, quoi, que ce soit une Oui, secte ou ci ou là. Enfin, peu importe, ma détermination était au-delà de tout cela. Donc, j'ai passé 2, 3 ans de façon très, très compliquée financièrement parlant. Et parce que quand on démissionne de la fonction publique, on a droit à pas grand-chose, si ce n'est au RSA derrière, avec 3 pensions alimentaires, on imagine. Mais j'ai traversé cela, et j'ai tout assumé complètement. Et là, par contre, ça m'a fait comprendre comment fonctionne vraiment le processus émotionnel quand on est vraiment au pied du mur. En plus, c'était un choix dont j'avais pas le droit de me plaindre. Mais par contre, j'avais des pratiques quotidiennes avec des amis de bien, j'avais un maître sur place. Et donc, ça m'a permis de traverser cette épreuve difficile, entre guillemets matérielle, épreuve matérielle et financière, mais assumer ses enfants, c'est quand même une grande responsabilité. oui. Ça s'est fait. Et ça m'a permis après d'avoir la force, le courage de créer une association à l'ODEV, en fait, qui s'appelle toujours, mais qui est un peu transformée, Shantidas, au service de la paix. En sanskrit, Shanti, c'est la paix, Das, c'est le serviteur au service de la paix, Ah, c'est et qui a beau. très, C'est beau et qui comme a nom. très, 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 ouais, c'est très beau. C'est l'ODEV est au pied de l'Arzac, il y a un gros réseau alternatif. Et j'ai réussi, enfin, de façon très humble, à rassembler toutes les initiatives alternatives du Larzac et du plateau de l'Odève. Et on était 500, 600 adhérents au bout de 2 ans. Donc, Ah, ça a été une belle, belle expérience. Et tout ça grâce au Dharma et grâce à cette force de la sagesse du bouddhisme. ah ouais, c'est énorme. 600 adhérents au bout de 2 ans. Et donc, c'est incroyable comment, en si peu de temps, vous avez réussi à construire ça. Et vous dites dans le livre que c'est un tremblement de terre intérieur, magnitude 9, une remise en question totale de tout le contenu de votre vie et surtout de votre façon d'appréhender la vie. Vous pouvez Oui, nous en dire un peu plus? oui, eh ben, j'avais un poste où j'avais quand même pas mal de facilités, hein, avec un bon salaire, hein, des facilités diverses et variées. Donc, quand on décide de une rupture avec ce confort de vie, donc forcément, on se retrouve dans une autre sphère qui est l'inconnu et le rien, en fait, ou le quasiment rien. Et là, c'est à partir de ce rien que tout peut se reconstruire. Et ça, ça a été une compréhension pas intellectuelle à travers les bouquets, mais une compréhension physique à l'intérieur de moi. Et c'est ce qui m'a permis de revenir à envie. D'ailleurs, votre émission s'appelle Envie de sagesse. Oui. Mais moi, ça m'a permis de revenir envie en 2 mots. Ah oui. Et ça, c'est fabuleux. Ça, Ah, c'est fabuleux. De décider sa vie, d'avoir le courage de décider sa vie.
et pas de la subir, et pas de rentrer dans une routine qui nous appartient pas, en fait. Ah oui. C'est un témoignage finalement par l'exemple en fait. Voilà, vous avez d'enseigner ou de retransmettre dans le livre, vous avez vraiment vécu l'expérience dans votre corps, et dans votre cœur. Ah, je pense, c'est ainsi en fait, c'est pas que je le pense, mais il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de plus grand, comment dirais-je, maître que l'expérience en fait, parce que on peut avoir une connaissance intellectuelle, on peut lire des bouquins, on peut faire des stages, des formations, etc. Mais tout cela ne restera qu'une théorie, mais une philosophie, hein, j'allais dire, qui est nécessaire, mais qui est pas suffisante, Oui. qui est pas suffisante. Et, La vie est un processus d'expérience, la vie est un processus d'expérimentation d'événements, d'une superposition d'événements. Quelques-uns sont agréables, quelques-uns le sont beaucoup moins, mais de quelle manière je traverse ces situations de façon la plus stable que possible. oui. Et puis la vie vous envoie aussi des belles rencontres parce il y a cet ami de cœur, Jean-Philippe, que vous appelez votre frère de cœur, qui est aussi votre frère d'armes à travers les arts martiaux et également votre frère de pratique à travers la pratique du dharma. Voilà, donc finalement, il a été comme... il était présent dans votre ancienne vie et dans votre nouvelle vie. Oui, c'est ça. Ben, vous savez, il y a des relations, toute rencontre est entre guillemets karmique, mais il y a des rencontres qui sont beaucoup plus fortes que d'autres, qui ont un sens beaucoup plus profond. Une rencontre peut durer quelques minutes sur la terrasse d'un café, bonjour, au revoir, comment tu t'appelles? Et d'autres rencontres, ce n'est pas explicable, sont le fruit d'un karma passé avec lesquels on doit continuer une histoire ensemble. Et voilà, et avec Jean-Philippe, c'est une histoire qui dure et qui va durer jusqu'au bout, jusqu'au dernier expire, Ouais. forcément. C'est vrai que c'est beau, des amitiés comme ça, enfin des rencontres comme ça, parce que c'est plus que de l'amitié comme vous nous le confiez. Alors Denis, je vais vous proposer une deuxième pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après pour continuer la suite de vos rencontres. Parce que j'aimerais bien que vous nous partagiez la rencontre aussi qui a été décisive pour vous. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Denis Malice. Alors Denis Malice qui a écrit le livre Méditation, la simplicité d'être, un livre qui vient de sortir le 20 août 2025. Voilà, dans lequel vous partagez les enseignements que vous avez reçus autour de la méditation. Vous êtes enseignant de yoga, formateur en méditation et instructeur du dharma. Donc avant la pause, vous nous avez parlé de votre parcours, de votre changement de vie. Et puis, parmi les rencontres que vous avez faites, votre frère de cœur, Jean-Philippe, mais il y a aussi une autre rencontre qui a été aussi déterminante dans votre chemin spirituel, c'est la rencontre avec un autre maître de bouddhisme tibétain, et qui est toujours votre maître, dont vous dites que vous êtes toujours très proche. Il est issu d'une famille de yogis de père en fils, et il s'appelle Shotpa Lama Rinpoche. Alors, comment ça s'est passé, cette rencontre? Oui, alors là, donc j'étais à l'ODEV, je continuais mon processus et Jean-Philippe, toujours pareil, un jour, il me dit, il y a un maître là, un peu spécial, avec une pratique très spécifique, qui vient à Nice, en France. Il faudrait qu'on aille le voir parce que je pense il peut être intéressant à aller voir. Je lui ai dit, écoute, Jean-Philippe, moi, je peux pas de par mon boulot, etc. Vas-y, tu me diras. Donc, Jean-Philippe est allé à Nice, il est revenu, il m'a dit, Denis, il faut qu'on le rencontre, il faut que tu viennes, la semaine prochaine, il va à Biarritz. J'ai dit, Jean-Philippe, je ne peux pas, vas-y, et tu me raconteras. Il est allé à Biarritz, et quand il est revenu, il m'a dit, Denis, il faut le faire venir à Perpignan. Donc je l'ai fait venir à Perpignan, nous l'avons fait venir à Perpignan, et là, ben, c'est le coup de cœur d'un maître yogi, hein, d'une pratique très, très ancienne du bouddhisme tibétain qui s'appelle le Che. Che en tibétain veut dire trancher, trancher l'ego, couper l'ego, trancher les peurs. C'est une pratique très ésotérique, on va dire entre guillemets chamanique, puisque c'est un travail avec le monde invisible. Là, j'ai déposé les armes, mon cœur s'est ouvert
Et quand je suis allé en Inde plus tard pour aller voir de quelle lignée il venait, je suis allé voir son père en Inde avec qui je passais 3 jours. Et là, on ne se quitte plus. Et nous sommes devenus une relation maître-disciple de façon inconditionnelle. Donc, je sais que c'est mon maître à vie et ça ne peut pas changer. Ouais, ça, c'est beau ce que vous racontez parce que dans notre monde occidental, cette notion de maître et de disciple, elle est tellement incomprise. Quand on vous entend parler, ça semble d'une évidence. C'est juste une rencontre de cœur à cœur. Voilà, que je sais pas comment vous pouvez rebondir sur ça pour nous dire, mais qu'est-ce que c'est qu'avoir un maître, comment être disciple? Alors, on ne le choisit pas. Il est dit que quand l'élève est prêt, le maître Arrive. arrive à lui, à elle. Euh, Avoir un maître de façon, on va dire, conceptuelle ou à distance, c'est très sympathique parce que le maître, il est toujours magique, magnifique, il donne des beaux enseignements et autres. Mais avoir un maître de proximité, c'est-à-dire que nous, maintenant, en ce moment, moi, je vis avec le maître. On a créé un nouveau centre. Le maître, maintenant, est en France avec nous. Et ça veut dire que le quotidien avec un maître, il est magique, mais il n'est pas confortable à chaque instant parce que Oui, le maître remet en question en permanence, en permanence, en permanence nos failles. oui. Donc, il est là comme un véritable papa, un papa des anciens temps, hein, qui a l'aspect courroucé du maître. Voilà, quand c'est non, mais avec beaucoup d'amour et de compassion. Et je le confirme, c'est magique. Je ne changerai rien pour tout. C'est mon plus grand des trésors d'avoir ce maître-là. Mais c'est pas confortable tous les jours parce qu'il Oui. laisse rien passer, absolument Ah rien. oui, ah oui. Et ça aussi, c'est magique. Parce que souvent, on se complaît dans nos arguments. On a beaucoup d'arguments pour dire oui, mais c'est comme si, parce que je pense comme ça, et c'est mes habitudes. Non, non. Le maître tranche les habitudes, tranche les tendances habituelles, tranche les compulsions, tranche nos façons de penser un peu quelquefois euh, afflictives et conflictuelles. Le maître tranche tout. Il nous connaît plus que quiconque. Et c'est très, très riche, mais il faut être prêt. Ouais. Je l'ai déjà entendu voilà, d'autres personnes qui témoignent de cette relation et c'est pour ça que je souris, effectivement, cette proximité qui peut bousculer et qui change la vie, c'est sûr. Mais pour autant, dans notre pays, cette notion-là, elle est tellement, j'allais dire, dévoyée et mal comprise. Peut-être les gens, les auditeurs s'imaginent que avoir un maître, c'est être rabaissé, c'est être dirigé, c'est être manipulé. Vous savez, toutes les idées reçues qu'on a sur cette relation, qui est très très rare et peu comprise. Comment vous pourriez dire, vous, est-ce que pourtant vous parlez que de liberté, et c'est ça le paradoxe en fait. Oui, je comprends. De toute façon, moi, je le vois bien, les gens qui me connaissent à l'extérieur en tant qu'enseignant de yoga ou autre, ou dans la vie de tous les jours, parce que bon, je l'ai pas dit, mais peu importe, mais j'enseigne aussi la géobiologie, hein. Je me suis formé à la géobiologie il y a longtemps, mais je suis formateur aussi, Oui, c'est-à-dire de la santé de l'habitat, la sorcellerie, comment trouver de l'eau, etc. Donc, les gens qui me connaissent dans la vie de tous les jours, savent que j'ai de la personnalité, entre guillemets, en toute humilité. Et quand je suis devant le maître, je suis comme un bébé qui ne sait rien, en fait. Et en fait, c'est ce qui me donne beaucoup plus de force dans la vie de tous les jours. Quand on arrive à ne plus à être dans une position où je ne sais plus rien et j'accomplis sans demander pourquoi, mon maître est la seule personne à qui je peux accomplir. Bien sûr, il me demandera jamais de me jeter par la fenêtre parce que tout ce qu'il me demande a du sens. Mais aux yeux extérieurs, quelquefois, de voir qui je suis, ou Jean-Philippe, par exemple, qui est vraiment un solide, hein. Moi, je suis un petit gabarit. Jean-Philippe, c'est un gabarit solide. D'ailleurs, je m'amuse à dire, c'est Obélix et moi Astérix. Euh, et quand les gens nous voient devant le maître, nous sommes deux personnages différents. Mais en fait, pas différents, hein. Nous sommes deux personnages prêts à accueillir la vérité. Et pour accueillir la vérité, il faut vider le verre, il faut vider le bocal. Alors que dans la vie de tous les jours, on a tendance à avoir le bocal plein en disant je sais, c'est comme si, c'est comme ça. Et ces deux notions avec qui j'aime bien alterner parce que un me permet de me remplir et l'autre me permet de transmettre, de donner. oui. Et là, ça change tout. Voilà, donc en tout cas, on a vraiment l'impression que c'est une joie de vivre.
Oui, alors les maîtres, alors notamment les maîtres tibétains, que je connais principalement, parce que le bouddhisme que je pratique, c'est le bouddhisme tibétain, j'en ai rencontré beaucoup. Ils sont tous très, très, mais très, très joyeux. Ça blague tout le temps, c'est très profond, c'est très sérieux, mais c'est très joyeux, hein. Tout est pris en fait un peu dans la dérision, hein, la dérision du samsara, du cycle des existences, qui est souffrance quand même. Parce que quand on regarde le monde comme il est et comment il a été, c'est quand même un monde de souffrance, qu'on le veuille ou pas. C'est pas du pessimisme, c'est un fait. Mais par contre, ils apportent de la joie dans la transmission. Et la problématique dans le monde occidental, c'est qu'on a déformé le mot de gourou. Hein, gourou, c'est rempli de connaissances dans une définition plus subtile. Et nous, on l'a complètement transformé. Maintenant, dès qu'on parle de gourou, de suite, il y a toutes les connotations qui vont avec en Occident. Et c'est dommage. C'est dommage parce que le gourou, c'est vraiment, quand on va en Asie, le gourou a une teneur, a vraiment une teneur, une profondeur. Un respect Et c'est aussi. ça un peu qui fait. Et oui. Oui. Eh ben, c'est cela qui fait que les gens ont des comment dirais-je, Des a pour trouver le mot, priori et des a et des priori peurs. et ont des peurs également. Et ont des peurs. Donc, le gourou, il est sympa quand il est loin, quand on vient à un enseignement, on s'assoit à 10 mètres de lui, devant un coussin, on l'écoute, il est très gentil. Mais dès qu'on s'approche un petit peu, et qu'on devient un peu plus familier. Et là, il est dit que plus on s'approche du gourou et plus ça brûle. Plus on s'approche du maître dans la relation et plus ça brûle. Mais ça brûle quoi? Ça brûle nos conflits intérieurs, ça brûle notre ego, ça brûle nos peurs, ça brûle tout ce qu'on a besoin de se libérer. C'est ça ce qui brûle. Et quand ça brûle, ben c'est inconfortable. Et Oui, plus on s'approche du gourou et plus ça brûle. Mais c'est un feu de compassion, c'est un feu d'amour, oui, c'est un feu de sagesse. oui, j'entends. Et vous dites aussi, un peu plus loin dans votre livre, euh, une de votre devise que vous avez adaptée de celle de l'UNESCO, puisque c'est dans le cœur des femmes et des hommes que naît la guerre, c'est dans le cœur des femmes et des hommes qu'il faut construire une citadelle de paix. Je trouve ça très beau. Oui, mais merci de de le rappeler, Myriam, parce qu'en fait, nous sommes tout à la fois, en fait, hein, nous sommes dans cette dualité, nous sommes anges et démons, hein, comme on voit dans les dessins animés ou dans les bulles, l'ange sur une épaule, le démon sur l'autre, et nous sommes cela. Nous pouvons être un champ de bataille et nous pouvons être un temple de sagesse. Nous avons le même potentiel. Et ce qui passe souvent en tant qu'humain, nous sommes tous un temple de sagesse, nous sommes tous des belles personnes individuellement. Si on prend chacun, on isole chaque personne. Mais comme on n'a pas travaillé, transformé notre processus émotionnel, dans la seconde qui suit, on peut devenir un champ de bataille. Dans la seconde qui suit, à cause d'un mot, d'une réflexion, d'une situation. Et Oui, c'est là qu'on doit interagir. C'est là que la méditation va nous aider à, 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 à- à dompter cet esprit qui est un peu fou et qui est dans l'action et la réaction en permanence. Mais le potentiel du temple sagesse, nous l'avons chacun d'entre nous. Mais le potentiel de l'enfer, nous l'avons aussi. oui, tout à fait. Et oui, C'est la fameuse légende du loup blanc et du loup noir, la légende amérindienne euh, exactement. que l'on a en nous. Exactement. Mm. Exactement. C'est pareil, c'est la même définition. À tout instant. À tout instant, c'est à nous de faire le choix. Alors là, c'est une phrase parfaite. À chaque instant, nous avons la capacité de décider ce qui est bon pour soi et pour autrui. Et je dis bien pour soi et pour Et- autrui. On ne se contente pas de dire oui, pour soi et pour autrui, toujours. Sinon, il manquera toujours quelque chose. Parce que nous n'existons, c'est le processus de l'interdépendance, hein. Nous n'existons que par rapport aux autres. Notre bonheur dépend du bonheur des autres. On ne peut pas se satisfaire, on ne peut pas être dans le bonheur, par exemple dans la compétition, si je remporte un challenge ou je ne sais pas, quoi que ce soit, c'est au détriment d'une défaite. Cela ne peut pas construire le bonheur. Cela peut construire une satisfaction personnelle, mais pas le bonheur. Si mon bonheur dépend d'une défaite d'une autre personne, c'est jamais le bonheur. C'est juste une satisfaction personnelle à durée limitée. oui, Mon bonheur dépend du bonheur des autres. Toujours. oui. Eh ben, c'est une belle, on va dire pas la conclusion de l'émission, mais de cette troisième partie en tout cas.
Je vais vous proposer, Denis, une autre pause musicale. Il me semble bien qu'on en est à la troisième. Et je vous donne rendez-vous tout de suite après. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Denis Malice, qui a écrit le livre Méditation aux éditions Mama Édition et qui est également sous-titré La simplicité d'être. Voilà, donc Denis, vous êtes enseignant de yoga, formateur en méditation, instructeur du Dharma, entre autres, parce que vous avez également d'autres casquettes dont vous nous avez parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, on parlait avant la pause de votre relation avec le yogi Shotpa Lama Rinpoche, qui est votre maître et vous êtes son disciple. Et vous en parlez avec une telle beauté, j'allais dire une telle pureté, que ça casse tous nos codes et tous les schémas, tous les a priori que l'on pourrait avoir. Alors, dans votre livre, Denis, donc, vous essayez de nous guider pour qu'on puisse, pour que chaque auditeur qui lit ce livre, chaque lecteur puisse lui-même faire de la méditation. Et donc, il y a toute une route. Il y a les obstacles que l'on va rencontrer, il y a les pratiques. Voilà, donc je voulais vous laisser la parole. Est-ce que vous pensez que simplement lire le livre pour quelqu'un qui n'en a jamais fait pourra l'aider à pratiquer tout seul? Alors, ce livre, en fait, c'est le résultat d'une expérience de vie, de mes formations, etc. J'ai ma compagne Stéphanie, ma compagne de vie Stéphanie, qui m'a demandé d'écrire. Ça fait deux, 3 ans. Oui, pendant 3, 4 ans même, elle m'a demandé. Donc, pour moi, j'avais pas prévu d'écrire un livre. Donc, je me suis dit, au bout d'un moment, pourquoi pas? Peut-être qu'elle a raison. Mes maîtres, donc Sogyal Rinpoche et Chöpa Lama Rinpoche, également, donc Chopala Rinpoche m'a dit maintenant, on t'a transmis beaucoup de choses, maintenant il faut qu'à ton tour tu transmettes. Donc ce livre était pour moi le moment de transmettre qu'est-ce que la méditation, mais pas qu'est-ce que la méditation dans le sens, quels sont les bienfaits de la méditation, mais le processus, expliquer du point A au point, j'allais presque dire Z, qu'est-ce que la méditation et quel état d'être peut nous apporter la méditation à travers le processus. Oui, parce qu'effectivement, Euh, je me dis, nous l'avons dit en aparté de l'émission, mais c'est important aussi de le dire là, devant les auditeurs. Vous me confiez que le mot méditation est un résultat, mais que la pratique en elle-même, et d'ailleurs vous employez le mot dans le livre, soit d'assise immobile, soit d'assise silencieuse. C'est une assise en silence et en immobilité. C'est cela en fait que vous proposez comme pratique. alors, enfin, alors, le processus de la méditation, il est divers et varié. La méditation est un résultat. Quand on prend le yoga, par exemple, il dit qu'il y a 8 branches dans le yoga. Donc, il y a on va dire la branche du code de vie de la vie, après le respect de soi, puis il y a le postural, hein, quand on fait des postures. Je vous laisse les termes en sanskrit, hein, mais c'est pour définir globalement les postures. Après, il y a le souffle, puis il y a l'observation des désirs d'essence, puis il y a la concentration, puis enfin vient en septième branche la méditation. On voit que la méditation, c'est la septième branche avant d'accéder à l'état de non-dualité. On appelle ça le samadhi, l'éveil, peu importe. Mais on voit que la méditation, dans les 8 branches du yoga, fait partie de la septième branche. Donc, c'est un résultat des 6 premières. Donc, c'est un long processus. Et c'est pour ça que quand on parle de la méditation dans notre forme occidentale, c'est apprendre à s'asseoir déjà, à rester immobile au mieux que possible, dans une qualité d'immobilité la plus immobile que possible, j'allais dire, pardon, c'est un pléonasme, Oui. et à observer le processus de pensée. Et pour cela, mais ne pas se laisser happer par les histoires que les pensées vont nous soumettre. Et c'est pour cela qu'on peut utiliser un sujet de concentration. On appelle cela un sujet de méditation. Ça peut être le souffle, ça peut être une bougie, ça peut être un paysage, mais on peut faire cela également en mouvement. On peut le faire en marchant. Il y a des maîtres qui ont
qui propose cela. On peut le faire en conduisant, on peut le faire en faisant la vaisselle, on peut le faire n'importe où. L'idée, c'est d'être conscient de ce que je fais, de ce que je dis, de ce que je pense. Et là, on peut commencer à dire que j'entrouvre la porte de l'état méditatif. Ça veut dire que je suis conscient de toute chose de mon intériorité et comment je manifeste à l'extérieur mes paroles, mes actes et mes pensées. Et c'est ça, en fait, c'est un chemin, c'est pas juste 2 fois par semaine parce qu'il y a un cours de méditation, c'est, la méditation doit être, en fait, un état méditatif doit être permanent. Mais ça m'empêche pas de rire, de m'amuser, de travailler, d'aimer, de jouer, d'aller boire un bon verre de vin avec les amis, ça m'empêche pas tout cela. Mais par contre, j'ai développé la conscience des choses. D'ailleurs, à Perpignan, on a ouvert un centre qui s'appelle le Centre de pleine conscience. Depuis des années, nous avons à Perpignan ce centre de pleine conscience. Maintenant, nous en avons un second depuis quelques mois qui s'appelle le Centre Matchicling dans la haute vallée de l'Aude, à Rivelles exactement, à la frontière de l'Ariège. Et c'est là qu'avec notre maître, nous allons déployer maintenant dans cette deuxième partie de vie vraiment l'activité du Dharma, le Centre Matchicling à Rivelles dans l'Aude. Mais tout ça pour dire que euh, la méditation, l'état méditatif devrait être une seconde nature pour soi. Et j'allais presque dire une première nature en deuxième temps. Quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, quoi que je dise, tout va bien. Je suis présent à ce qui est. Et ça, c'est un état intéressant. Et on en revient à cette notion de simplicité d'être. Oui, oui. Je ne suis plus en conflit avec ce qui m'est indésirable, avec ce que je subis. Parce que je peux subir, je peux être un grand méditant et subir la maladie, subir un accident de voiture, subir des problèmes financiers, Bien subir des sûr, problèmes de couple, oui. peu importe. Mais là, il n'y a plus de notion de subir. Il y a une notion de, c'est le processus de la vie. La vie est ainsi, la vie est en mouvement. Et ça, mon état méditatif va m'aider à traverser toutes ces expériences de vie. En France, alors en France, je dis en France, mais dans le monde, mais en tant que Français, il y a un seul mot qui n'est pas un verbe, mais qui se conjugue au passé, au présent et au futur. C'est le mot problème. Le mot problème, on le conjugue à toutes les sauces. J'ai plein de problèmes dans ma vie. Oh, j'ai plein de problèmes. Ah, si je fais ça, j'aurai plein de problèmes bientôt et tout. Il n'y a pas de problème. Il y a juste un résultat de la loi de causalité qui se manifeste dans le présent. Et qu'est-ce que j'en fais? C'est surtout pas un problème, c'est une nouvelle opportunité. Le mot problème, il faudrait le remplacer par nouvelle opportunité. Faire différemment. Ouais, Et ça change tout. ouais. Ah oui, ça change tout, effectivement. C'est voir le verre à moitié plein au lieu de voir le verre à moitié vide, en fait. Et Mm, toujours, mm. non seulement le voir, mais le remplir. Et le remplir, ouais. Alors justement, à propos de la simplicité d'être, effectivement, dans votre livre, c'est ça que vous aviez envie. Vous en faites même une méditation. Hein, à la fin du livre, vous proposez différents axes de méditation. Il y en a un qui s'appelle le baume de la simplicité. Et donc, j'allais même dire, je vous disais hors antenne, vous faites l'éloge de la simplicité au final. Et que ce serait même une clé de vie. Devenir simple, parler simple. Voilà, mais comment on fait concrètement pour devenir simple? Mais en fait, c'est simple parce qu'il n'y a rien à faire, en fait. Il faut juste supprimer ce qui est inutile. Il faut vraiment vider. C'est le processus du yoga, de la méditation, hein. Qu'est-ce que le yoga? Moi, je m'amuse souvent à dire à mes élèves, hein, la première des choses à faire, et d'ailleurs dans le processus du bouddhisme tibétain, la première pratique que l'on fait, ce sont les prosternations. C'est un processus de purification. Purification, ça veut dire nettoyer. Nettoyer, ça veut dire enlever les salissures. Enlever les salissures, ça veut dire, quand on est sous la douche, on enlève nos salissures physiques. Dans dans la spiritualité, quand on a une spiritualité, quand on a un engagement dans un chemin, en yoga, la première des choses que l'on fait, c'est d'évacuer tout ce qui n'est, tout ce qui est énergie résiduelle, tout le résidu. Quand on est dans une maison, on appelle cela, il y a un bocal qui s'appelle poubelle. On y met des résidus, ce qui n'est pas comestible. Mais la poubelle, tant il faut la vider.
Si on ne vide pas la poubelle, à un moment donné, la maison ne sera plus habitable. Et nous, c'est pareil. Nous avons des résidus. Nous sommes un organisme physique, hein, avec la matière. On va aux toilettes tous les jours. Mais nous avons des résidus énergétiques et nous avons des résidus mentaux qui fabriquent nos compulsions, nos tendances habituelles, nos habitudes, nos névroses, nos angoisses, etc. Tout ça, ce sont nos résidus qu'il faut évacuer pour redistribuer la place. Un espace rempli de vide, rempli de nouvelles possibilités. Et ça change tout. Oui. Mais on a tendance à vouloir, nous, remplir, avoir des connaissances dans un verre qui est déjà contaminé. Et ça marche pas. C'est l'histoire des trois pots, je l'explique dans le livre. Nous sommes parfois, et des fois, dans un des cas, et parfois dans les trois cas. Des fois, nous sommes un pot retourné. Ça veut dire qu'à cause de notre orgueil, de notre arrogance, etc., on nous transmet des enseignements ou autres, mais comme le pot est retourné, ça rentre pas, hein, parce qu'on est têtu il y a que notre pensée qui compte et on ne s'ouvre pas aux autres. Quelquefois, nous sommes un pot qui est bien retourné, mais qui est percé à cause de notre agitation mentale, comme une passoire. Donc tout ce qui rentre Ça s'évacue, on ressort. retient rien. Et parfois, nous sommes un pot qui est bien dans le sang, mais qui est empoisonné à cause de nos émotions afflictives, etc. Donc tout ce qui rentre va être empoisonné. Et souvent, nous sommes l'un de ces pots, et souvent, nous sommes Les deux trois. ou trois de ces Ah pots oui, en oui, même temps. Et c'est ça qu'il faut oui. corriger. C'est une belle image en tout cas, hein. Ouais. Elle m'évoque l'image dans un texte chrétien de l'Évangile avec le terreau, voilà l'image de semer dans la terre sèche ou dans la terre au bord du C'est chemin. exactement, ou fertile. C'est exactement Voilà, cela. ouais, ouais, Exactement ouais. cela. Eh bien, merci Denis. Je vais vous proposer une dernière pause musicale. Nous allons nous retrouver tout de suite après pour terminer cette émission. À tout de suite. Vous écoutez Radio Bulle 93.6, la radio qui rythme la journée. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Denis Malice, auteur du livre Méditation, la simplicité d'être, aux éditions Mama Édition, livre qui vient de sortir le 20 août 2025, dans lequel Denis partage voilà, ce que c'est pour lui que l'état méditatif. Voilà, un livre qui n'est pas, comme vous dites, un traité philosophique, mais une transmission claire et bienveillante pour nous permettre d'explorer la méditation dans toutes ses dimensions. Donc, on était en train de parler un peu du contenu du livre, de l'essence de ce livre, de cette simplicité d'être qui vous tient à cœur. Et vous nous disiez que, voilà, quand on se débarrasse de tous les résidus qui nous salissent finalement, nos pensées, etc., on retrouve cette simplicité naturellement. C'est bien cela, Denis? Oui, c'est exactement cela, Myriam. Et j'ai envie de revenir à ce que, du début d'émission, moi j'ai rappelé que votre émission s'appelle Envie de sagesse, et ça c'est un joli titre. Donc envie, hein, je le rappelle, hein, parce que des envies, euh, on a des envies de toutes choses. Les êtres humains ont envie de toutes choses, et surtout dans ce monde moderne où tout est à disposition, hein, comme un grand supermarché, où les désirs, les loisirs, les plaisirs, on a des envies de richesse, d'amour, de santé, d'amitié, d'amusement, de distraction. Mais si on décompose envie, juste envie, envie de sagesse. Et la sagesse, c'est magique, votre émission, comme vous l'avez appelé, parce que la sagesse, c'est prajna en sanskrit. Prajna, c'est cette compréhension directe de la vacuité, de l'interdépendance des choses. Ça veut dire que on appelle cela cette notion où on redistribue un espace où je vais avoir une vision libératrice de la réalité. D'ailleurs, il est dit que pour accéder à la sagesse, il y a trois façons. Il y a cette notion d'écoute, hein, ça veut dire la connaissance. Il y a la notion de, de, de réflexion, donc l'écoute, la réflexion, ça veut dire l'analyse. Et il y a la notion de la méditation, ça veut dire l'expérience. Donc, si dans ma vie, je mets en place la connaissance, l'analyse et l'expérience, je vais devenir petit à petit un être de sagesse parce que je vais respecter tous les processus.
Que de la connaissance intellectuelle, ça ne connaît pas, ça marche pas. Que de la réflexion analytique, ça ne marche pas. Ça marchera dans un certain domaine, mais c'est pas suffisant. Par contre, après, je vais devoir expérimenter, expérimenter mes connaissances, expérimenter mes analyses. Et là, par contre, je vais traverser un processus de transformation. Et là, je pourrais commencer à percevoir en moi que mon processus s'est modifié, s'est transformé et un autre état d'être se manifeste en soi. Et merci d'avoir choisi ce titre, Envie de sagesse. Je le trouve très beau. Sur le dès si on décompose Ah tout, oui. c'est très profond en fait. Ah ben c'est merci, merci Denis de m'apporter cet éclairage. Et voilà, donc ben, nous allons bientôt terminer cette émission. J'aimerais revenir, moi, sur une méditation que vous proposez aussi dans votre livre, parce que j'ai reconnu l'auteur. Je ne sais pas si vous l'avez écrit tel quel ou si vous l'avez réadapté. C'est le poème de Rudyard Kipling, If. Donc, c'est-à-dire, vous l'avez intitulé Si tu peux. On pourrait en dire quelques mots, peut-être sans tout le lire, pour rappeler aux auditeurs cette belle poésie. Si tu peux souffrir sans gémir, si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie sans dire un mot, si tu peux rebâtir avec la même joie, si tu peux rester fort sans cesser d'être aimable, si tu peux lutter et te défendre avec foi, justesse et empathie, si tu peux supporter sans difficulté, si tu peux tout faire et dire sans jamais tricher et mentir, si tu peux aimer sans attachement et sans folie exagérée de l'amour, etc., etc. J'aurais envie de tout vous lire. Et ça se termine par bah, tu seras un homme, mon fils, ou bien tu seras une femme. En tout cas, tu seras un être humain digne de l'état d'être, digne du potentiel de l'humain, digne d'être libre. Ça, c'est de vous. Et c'est exactement cela, parce qu'en fait, le- la vie est incroyablement magique. Si on décide de la rendre incroyablement magique. Donc, si tu peux comment le dire de façon très synthétique, si tu peux te défaire de tout processus de dualité qui est en toi, c'est-à-dire être dans l'acceptation de ce qui est, moi, on appelle ça l'incité. Les choses sont telles qu'elles sont. Il n'y a pas à remettre en question quelque chose qui est. Ça me convient, c'est super. Ça me convient pas, c'est ainsi. Donc, mais à partir de cette notion d'incité, qu'est-ce que je peux faire pour ou l'améliorer, en tout cas l'accueillir, l'accepter, parce que j'ai pas d'autre choix que de l'accepter, voire de la transformer si ça me convient pas. Mais si je peux accueillir toutes choses telles qu'elles sont, sans remettre en question ce qui est, alors là, je vais devenir un être humain différent de toutes mes conflits intérieurs, d'insatisfaction, d'un processus émotionnel, arrogance, avidité, jalousie, peur, colère, etc. Si je peux être, devenir spacieux comme, comment dirais-je, comme un ciel immaculé, en fait, hein, où rien ne vient entacher quoi que ce soit, ben oui, je vais devenir un homme et une femme dans le sens le plus noble qui soit, quoi. Il y a en fait ce qu'il y a de magique, c'est qu'il n'y a rien à faire. Ce qui nous rend difficile, c'est que on commente les choses, on les questionne en permanence et il y a l'ego. Ça, c'est un enseignement très profond dans le Dharma. C'est facile l'ego, tout le monde parle de l'ego, mais qu'est-ce que l'ego? Et si on déstructure l'ego, on appelle cela les 5 composantes de l'ego, on peut travailler dans chacune des composantes. L'ego, c'est quoi? C'est la formation, c'est un agrégat de 5 composantes. La forme, l'attachement au corps, la sensation, nos émotions, la perception, nous avons tous une perception différente d'une situation, le concept, c'est-à-dire le mental, et la conscience individuelle, c'est-à-dire le petit moi. Et ça, c'est l'ego. Et là, par contre, si je veux travailler sur mon ego, je peux travailler différemment sur chacune des composantes. Et la méditation nous sert à cela. Et là, on peut commencer à devenir cette notion de simplicité d'être. C'est Léonard de Vinci qui a dit, la simplicité est la sophistication suprême. Quand j'ai lu cette phrase,
pouah, je l'ai trouvé d'une Oui, magique, oui, majestueuse. Sophistication suprême, la simplicité. oui. C'est rigolo de voir Avec sophistication et simplicité. simplicité. Oui, oui, Ça vient rajouter de la teneur à la simplicité, ça vient de rajouter de la grâce, ouah, la simplicité. Il n'y a rien d'autre dessus. oui, oui, oui. Eh oui, Heureux les simples d'esprit, eh moi oui. j'ai compris après, heureux les esprits simples. Ah oui, Parce qu'on a tendance à croire que heureux les simples esprits sont les personnes qui ont des difficultés mentales. Heureux les esprits oui, simples. oui, oui. Vraiment, quoi. Ah oui. En tout cas, Voilà. merci. Merci, Denis. Eh ben, j'espère que ça va donner envie aux auditeurs de lire ce livre. Mais en tout cas, c'est vraiment bon de vous entendre parce que derrière les mots, ben, il y a la personne, il y a la passion que l'on sent. Et voilà, donc je vous invite à découvrir ce livre, Denis Malice, Méditation, la simplicité d'être, aux éditions Mama Édition. Et voilà, et merci pour nous avoir partagé un peu de votre parcours. Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous réécouter de nouveau sur notre antenne. Ouais, alors, avec grand plaisir, je ne vous connais pas, Myriam. J'ai Mm. beaucoup apprécié, sans vous connaître, à travers, à travers ce reportage, votre centre d'intérêt, hein, et votre sensibilité, hein. Ça se voit, il y a beaucoup de sensibilité derrière et beaucoup de centre d'intérêt dans cette direction. Et je vous invite, vous-même, Myriam, et les auditeurs, vraiment à revisiter vos priorités de vie, parce que la vie, et en fait, c'est comme quand on va au supermarché et on a un produit, derrière, il y a une date de péremption. Nous avons chacun une date de péremption, mais qui n'est pas notée. On ne sait pas. La vie est si précieuse pour cela, parce qu'elle est comme un nuage dans le ciel. Donc, ne pas gâcher cette précieuse vie humaine que nous avons chacun d'entre nous, s'il vous plaît. Le plus beau des cadeaux que vous puissiez vous faire, c'est de revenir à l'essence de ce que nous sommes. Merci pour ce cadeau. Et ben, quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre bulle de sagesse. Belle semaine à tous.